Je voudrais d'abord remercier le sénateur. Merci de m'avoir invité. Merci, Madame la Présidente. Donc, je suis là pour faire un état des lieux assez concret. Enfin, on va en tout cas essayer sur la situation des droits de l'homme et de l'état des lieux sur la démocratie en Asie, puis particulièrement en Asie orientale, l'Asie du Sud-Est, où j'ai beaucoup travaillé. Je voudrais d'ailleurs, puisque l'actualité judiciaire, on le sait depuis hier, est assez cambodgienne, saluer la présence d'un homme d'État cambodgien qui a été forcé à l'exil, ainsi que son épouse parlementaire, Tcholong Sumora et Sam Rainsy, qui sont présents ici. Deux éminentes personnalités de la vie politique cambodgienne forcées à l'exil et qui sont les victimes, mais aussi le symptôme de la fin de cette parenthèse démocratique qu'on a connue en Asie orientale, en Asie du Sud-Est, notamment en ASEAN, et qu'on observe malheureusement depuis quelques années un déclin de la défense des droits de l'homme, un déclin des libertés, et qui est caractérisé par ce qui se passe, une dérive autoritaire très forte actuellement au Cambodge, et qui explique votre présence ici et que le fait que vous ne puissiez pas être présent là-bas pour mener votre vie politique. On a parlé depuis hier évidemment de cette justice, de cette question du tribunal pénal mixte international pour juger le génocide Khmer Rouge, la reconnaissance 40 ans après les faits, trop peu, trop tard, diront certains, une poignée de vieillards qui sont finalement condamnés. Mais cette justice a finalement été rendue 40 ans après les faits. Moi, je voulais parler un peu plus concrètement de ce qui se passe actuellement dans cette Asie qui peut paraître un peu lointaine en ce moment, puisqu'on en parle un peu moins, et rebondir surtout sur ce qui a été dit, sur la définition même de la notion fondamentale de droit de l'homme, sur la question même fondamentale de ce qu'est un génocide. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, au fin fond de la Birmanie, pays qu'on a beaucoup attendu, puisqu'on avait beaucoup appuyé cette fameuse perestroïka birmane, cette grande réforme qu'on avait vue dans les années 90, à une dégringolade absolue qui est incarnée par le drame des Rohingyas, une minorité musulmane apatride qui est, selon l'ONU, qualifiée comme étant la plus persécutée de la planète. C'est en fait 1 million de personnes qui sont jetées de part et d'autre de la frontière entre l'ouest de Birman et le Bangladesh. Ils sont 1 million réfugiés au Bangladesh depuis des années, 750 000 qui ont été chassés il y a 1 an et demi par et là j'en reviens à la définition de génocide, par une institutionnalisation appuyée par l'armée birmane pour les persécuter. Ça s'apparente à des nettoyages ethniques, donc tout ça pour l'instant est très théorique, mais sur le concret, le fait en plus qu'ils soient apatrides rend la question des Rohingyas extrêmement difficile à traiter, parfois pour moi qui ai beaucoup travaillé sur cette question depuis des années, presque gênante à en parler puisqu'il n'y a pas de solution concrète. Donc, pour faire écho à la justice pénale internationale qui s'était penchée sur le drame Khmer Rouge et qui a tenté de panser les plaies de ce peuple, un quart de la population qui a été massacrée, tout cela arrivé 40 ans après les faits, mais s'il y a même une poignée de gens qui ont pu cicatriser en mettant un nom sur un coupable, en essayant de cicatriser ses plaies, c'est déjà ça. Sachez qu'aujourd'hui, dans des pays où on peut aller, où les millions de touristes vont, sur des pays avec lesquels on fait beaucoup de commerce, des pays qui sont, on en parlait tout à l'heure, qui sont appuyés par le puissant voisin chinois, eh bien, il y a des drames qui s'apparentent à du génocide qui ont lieu. Ceci étant dit, pour faire un état des lieux et pour parler de la fin de cette parenthèse des démocraties et de la notion des droits de l'homme en Asie du Sud-Est, je voulais rappeler que dans les années 90, les fameux tigres d'Asie, donc en gros les pays de l'ASEAN, qui partaient de très très loin, qui avaient quand même une tendance autoritaire, eh bien, avaient fait une grande réforme. Je pense à la Thaïlande, aux Philippines, notamment l'Indonésie, en chassant les dictateurs et en étant très très courageux, en faisant de grandes réformes pro-démocratiques, puis en mettant encore une fois les droits de l'homme au cœur des questions. Tout cela a volé réellement en éclats, et donc je vais venir pour citer quelques exemples. Donc je reviens sur la Birmanie qui a été un des plus grands exemples, puisqu'il y a eu l'émergence, après 50 ans de dictature militaire, d'une succession de juntes militaires qui ont été au pouvoir en Birmanie, qui ont mis la population à genoux. Il y a eu toute une vague d'espoir avec l'émergence d'une société civile en lutte, la Ligue nationale pour la démocratie, la création d'une icône. C'est très important d'avoir des politiciens qui peuvent incarner les droits de l'homme, incarner la démocratie. Il y avait Aung San Suu Kyi,
Nobelisé en 91, prix Nobel de la paix. Donc tout cela fonctionnait bien dans le meilleur des mondes. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait face non plus, on a fait une transition en Birmanie sans faire face aux démons du passé, c'est-à-dire sans juger les gens qui avaient mis à genoux la population, à savoir les militaires qui sont toujours aux commandes, ce qui explique pourquoi on arrive aujourd'hui à une dégringolade autoritaire en Birmanie sur la question des droits de l'homme, des droits civiques. Il y a une corruption endémique et qui se termine par les violences qui sont perpétrées contre les Rohingyas les plus vulnérables comme d'habitude. Un autre exemple, et c'est un des paradoxes de la mondialisation, un pays que tous les gens connaissent bien, la Thaïlande. Des millions de touristes y vont, énormément d'investisseurs y vont, les Français sont extrêmement présents. Eh bien, la Thaïlande avait fait d'énormes réformes extrêmement courageuses aussi. Après de nombreux putschs, la Thaïlande a le record mondial, toute catégorie de putsch militaires, puisqu'elle en a eu 17 en 50 ans, a connu 32 constitutions, donc on partait de très 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 loin. Mais il y a eu une vraie réforme, et le fait aussi, comme aux Philippines, en Indonésie, en Birmanie, de la volonté de mettre un peu dehors des affaires courantes les militaires. Tout cela a volé en éclats, puisque ça ne change rien du tout à la manne touristique, ça ne change rien au fait que les gens vont en Thaïlande sur les plages, puisqu'on se demande, c'est là aussi pour nous, journalistes, c'est un petit peu gênant, on se demande à quoi on sert, puisque depuis quelques années, eh bien, la Thaïlande est dirigée par une junte militaire, il n'y a pas d'autre nom, même si le chef de la junte militaire a autoproclamé un gouvernement et qu'il est invité à l'Élysée comme chef d'État, comme s'il avait été légitimement élu. C'est la réalité de la Thaïlande, donc un énorme bond en arrière. L'autre, s'il fallait continuer, les exemples malheureusement sont extrêmement importants. Il y a les Philippines qui avaient qui avaient réussi à se débarrasser de l'ère des Marcos, la dictature, avec un people power qui a beaucoup inspiré l'Occident, cette révolution populaire qui avait chassé la dictature des Marcos, et tout cela vole aussi en éclats avec l'élection d'un populiste, une sorte de Trump tropical, Rodrigo Duterte, qui a remis au goût du jour, mais là, en version industrielle, eh bien, les exécutions extrajudiciaires. Il a mené une campagne contre la lutte contre la drogue qui a fait des milliers de morts. Il y a maintenant, ça y est, des assassinats politiques, des juristes qui sont assassinés puisqu'ils déplaisent au président. C'est la réalité. Alors, si on continuait sur les pays, il y a des représentants d'ailleurs de ces pays. Comment ne pas parler, on a parlé du Cambodge, mais du Laos, petit pays enclavé, où il y a toujours, là il n'a même pas eu vraiment de réforme, il y a toujours pas de liberté de la presse, pas de liberté d'expression, et on en a parlé ici il y a quelques semaines. Hélas, tragiquement, les opposants au régime, les activistes environnementalistes, eh bien, disparaissent sans qu'il y ait d'enquête ou de manière de rendre des comptes de la part du gouvernement. Bon, il y a aussi, si on continue, le Vietnam qui a une croissance à 2 chiffres et qui se protège derrière ça, un peu comme le modèle chinois, ce pacte qu'on mène avec sa population pour justifier l'autoritarisme, c'est-à-dire une stabilité, mais une croissance, donc pas de liberté individuelle. Donc, nommément au Vietnam, il y a des lois extrêmement liberticides sur la cyberactivité, des cyberdissidents qui sont jetés en prison et énormément de sujets tabous. Donc c'est à ce prix que l'Asie orientale a progressé. On y voit derrière aussi, c'est là où je voulais en venir, sur la définition même des droits de l'homme, s'il y a des chefs d'État moderne dans cette Asie orientale, qui, je le rappelle, est une des régions les plus dynamiques en termes commerciaux, en termes de densité, une des plus dynamiques de la planète, eh bien, a rejeté même la notion de droit de l'homme en étant une valeur, disent-ils, importée par l'Occident, qui n'a pas trait, qui n'a pas lieu d'exister ou d'être répandue dans leur pays. C'est le cas des Philippines, c'est le cas de la Thaïlande, qui rejette toujours les ingérences, disent-ils, extérieures, nommément l'Occident. En gros, on ne peut pas poser de questions. Par contre, on peut faire des affaires. C'est cette imprégnation du modèle chinois qui fonctionne plus ou moins en Chine, qui est en train de se répandre dans cette Asie orientale et où, encore une fois, les autorités occidentales, l'Europe, tous ces contre-feux, eh bien, ferment les yeux, puisqu'on fait beaucoup d'affaires avec, comme on le fait avec les Chinois. Il faut rester assez vigilant sur cette partie du monde, c'est important. C'est une région en plein boom et qui offre un des déclins les plus drastiques, les plus violents de régression en termes de droits de l'homme et en termes de démocratie. Merci. Merci beaucoup.